Bonjour, dans cet épisode des Portes qui claquent, je reçois Vincent Almendros qui nous offre son regard sur l'adolescence à travers son livre Un été. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour ce podcast Les Portes qui claquent. Alors c'est un podcast pour adolescents, auprès de parents d'adolescents, et ça se veut une série d'expériences, de tips, de clés, de discussions, puis de compréhension aussi. Et j'ai vu que tu avais un très très joli livre, Sous la menace. Alors derrière ce titre, j'ai pu rencontrer... En fait, ce que j'ai envie de faire là, c'est de vous proposer une lecture de la 4e de couverture, qu'on entre directement un peu dans l'action. Alors voilà. Ma voix avait changé. Des poils duveteux dessinaient sous mon nez les prémices d'une moustache, et de rebutants boutons me mangeaient le visage. Depuis le début de l'année, on se moquait de moi au collège Irène Joliot-Curie. Ma mère, elle, ne me supportait plus. Elle se méfiait même et m'avait à l'œil après tout ce qui s'était passé dans le vestiaire du gymnase. J'avais l'intérêt à bien me comporter durant le week-end chez mes grands-parents. Pour être honnête, je la comprenais. Mes camarades et elle avaient raison. Avec l'arrivée de la puberté, j'étais en train de devenir un monstre. Alors, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Mais comment est-ce qu'on en vient à écrire un week-end en pleine adolescence? Bon, il y a toujours beaucoup de choses qui interviennent dans le désir d'écriture, et parfois des choses qui nous échappent aussi. Là, c'est vrai que j'avais envie d'aborder le thème de l'adolescence pour plusieurs raisons, mais notamment parce que moi, ce que j'associe à l'adolescence, c'est une période, je trouve, difficile, évidemment. Pas tant pour les métamorphoses physiques ou psychologiques, même s'il en est question dans le livre, et j'avais envie de les aborder, on pourra y revenir, mais aussi parce que pour moi, le souvenir en tout cas que j'ai de mon adolescence, c'est une période où je n'avais pas les mots pour dire les choses. Et en revanche, je ressentais énormément de choses. J'étais envahi de sensations, envahi de perceptions, mais il n'y avait pas les mots. Donc moi, en tant qu'écrivain, ça m'intéresse aujourd'hui de pouvoir mettre des mots sur cette difficulté à dire ou à ressentir même. Et alors toi, quel genre d'adolescence t'as eu? Quel genre d'ado t'as été? C'est comme plein d'adolescents, c'est composé de plein de choses, quoi. C'est très hétéroclite, j'ai l'impression, l'adolescence. Ah, ça c'est vraiment... ouais. Et puis dans le fond, il y a une telle continuité entre l'adolescence et l'âge adulte, et même le début du je sais pas comment dire, pas du 3e âge, mais presque, que je vois pas de différence, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Ici, il y a ces différences dont je parlais, la difficulté à dire et à trouver les mots. Et je trouve que devenir adulte, c'est justement pouvoir poser des mots sur les choses. Mais le souvenir que j'en ai, oui, c'est une période complexe. Après, tout dépend à chaque fois dans quel cadre familial on est. Et vous parlez de mon adolescence, ce serait... vous parlez de ma famille, en fait. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans ce livre, c'était d'aborder aussi le contexte familial dans lequel on grandit, qui change tout. Si on a des gens qui nous écoutent ou pas, si on est brutalisé ou pas, parce que ça aussi, c'est un des thèmes du livre que j'aborde, hein, la violence qu'on peut faire aux enfants, et même l'enfant, l'adolescent pris dans une violence intrafamiliale, qui parfois d'ailleurs se passe l'air de rien. Absolument. C'est-à-dire que, et là je réponds aussi à la question, j'ai aussi le souvenir que le langage est un lieu de potentiel de tension et de violence ressentie, subie, que parfois alors qu'il va dans les deux sens, hein, parce qu'il y a aussi la violence de l'adolescent dans ses mots, mais il y a aussi la violence qu'on ressent, parfois sur les toutes petites choses, en fait. Le livre commence par un garçon, un adolescent, Quentin, et sa mère qui
qui vont acheter des fleurs pour le père. Donc on peut imaginer que le père est à l'hôpital. Et on comprend assez vite qu'il a eu un accident de voiture. Et la mère a dit à son fils, bah, ce week-end, on va aller voir ton père. Et en vérité, on comprend assez vite dans le livre que le père est au cimetière, et le père a eu un accident et est mort. Et cette phrase-là, qui paraît complètement anodine, de dire on va aller voir ton père, c'est des choses qu'on peut dire dans la vie courante, mais qui peut être reçue de manière violente si on comprend que aller voir ton père, ça veut dire aller au cimetière voir ton père. Une sorte de raccourci de langage qui finalement contient en lui-même déjà une violence. Absolument. Où il y a les menaces de la mère qui dit tu vas voir, on en reparlera, alors qu'en fait, en vérité, elle en reparle pas. Ouais. Mais qui voilà, qui sont même des permissions aussi que après entre adultes bien éduqués, on essaie quand même de se parler en être raisonnable, mais je trouve que dans la famille il y a on s'autorise en vérité, en tout cas de la famille où moi d'où je viens, on s'autorisait aussi à ces petites violences de langage qui sont parfois pas si innocentes que ça et si douces. Je trouve que, effectivement, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est ça. On est du côté du détail, on est du côté des éléments infimes et puis des choses qui se répondent. À la fois, c'est un court temps, hein, on est sur un week-end, on est dans un espace d'une maison, on a comme ça des choses assez familières, assez quotidiennes, un repas, un déplacement d'une pièce à une autre, et puis on est avec cet adolescent qui perçoit le monde à sa hauteur et qui entend finalement des tais-toi, on peut pas te faire confiance, ah, c'est toujours comme ça, des petites phrases comme ça qui sont plutôt une forme d'agressivité, comme tu dis aussi, une agressivité familière, dans le creuset familial, où on s'autorise comme ça l'interjection et les choses dites de manière légère et qui sont pourtant pas si anodines que ça. Et en même temps, lui-même aussi, parce que c'est pas manichéen, c'est pas tout. La faute n'est pas que du côté des adultes, elle est aussi du côté de cet adolescent qui c'est vrai, s'est mal comporté à l'école. Il est sous la menace d'un renvoi. Il s'est battu avec un de ses camarades. Et puis, il se comporte non plus pas très très bien avec sa cousine tout au long du livre, en tout cas dans une première partie. Donc, les torts sont partagés. Mais ce qui m'intéressait, c'est la question peut-être du réglage et aussi peut-être de l'origine de tout ça, en fait. Et dans le livre, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'origine de ces malaises, de ces mal-être. Qui pour moi viennent et là on revient au langage, hein, aux secrets familiaux. Absolument. C'est quand même un livre sur les secrets familiaux. C'est un sujet moi qui m'intéresse depuis longtemps. Et aussi la déflagration que font ces silences ou ces non-dits dans la famille. Et parce que ce que je crois profondément, c'est que pour que ça se passe bien, il faut parler, il faut arriver à dire les choses, il faut arriver à s'exprimer. Et c'est en ça que c'est difficile à l'adolescence pour moi, c'est que adolescent, on n'a pas forcément les mots, on peut pas dire à l'autre la façon dont tu m'as parlé m'agresse, ou on n'est pas dans la capacité de faire ça. Et donc on s'exprime autrement, on s'exprime parfois par de la violence, parfois par des portes qui claquent. Et c'est une façon de dire. Alors moi je considère de manière très personnelle que c'est à l'adulte à entendre cette incapacité à dire. Je trouve que c'est à l'adulte, parce que lui a les mots, parce que lui a la réflexion, a l'expérience, de pouvoir proposer à l'autre une façon de s'exprimer, voire pourquoi pas lui proposer des mots, dire c'est lesquels là-dedans qui sont les bons. Et non, je pense à ça parce que je sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, il y a une ministre du gouvernement qui a énoncé quand même cette phrase, qui a dit un adolescent ne doit pas avoir d'intimité. C'est terrible cette phrase. Comment on peut dire une bêtise pareille? Alors c'était peut-être un peu gros. Ah oui, non, c'était dire bon, elle voulait justifier que les parents devaient aller fouiller dans les téléphones portables et tout ça. Parce qu'il y a un débat au sein de la famille et tout, mais l'idée de pouvoir énoncer que l'adolescent n'a pas d'intimité, enfin. Évidemment qu'il a une intimité, et même si on va fouiller dans il gardera une intimité. Mais c'était aussi effectivement se placer donc dans ce roman du point de vue de l'adolescent et d'être
à sa hauteur, quoi, dans sa perception des choses, avec aussi ses incompréhensions et les choses qui lui échappent. Les choses qui Et lui c'est vrai que, échappent. pour revenir à ce que tu disais, tout passe par du détail, effectivement. Les petites choses infimes qui nourrissent notre quotidien, mais qui font aussi que... Enfin, les violences, elles sont parfois dans des choses très infimes et pas dans de grosses menaces hollywoodiennes, quoi. Je veux dire, Oui. moi, ce qui m'intéresse dans le roman, c'est justement ces petits détails, ces petites choses qui vont faire qu'il y a finalement une narration et une histoire qui se nouent. Et on est dans une atmosphère, on a comme ça un week-end où plusieurs rencontres, plusieurs personnes, plusieurs personnages se créent comme ça il y a des tableaux qui se font, à la fois dans les pièces, à la fois dans ce qui s'échange entre les personnages. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, la menace s'infiltre à travers les mots, à travers les espaces, les pièces. Il y a une très jolie scène comme ça où il est à l'étage avec sa cousine et sa mère l'appelle d'en bas avec la proposition, l'injonction d'aller se baigner, mais en tout cas avec cette idée que le son arrive d'en bas comme ça. Et il y a la maman qui répète. Et d'entendre à travers tes mots comment lui le perçoit au moment où il est en train de vivre autre chose, je trouve ça savoureux, vraiment. Et puis surtout dans cette scène-là, effectivement, alors en plus, il est en train de se disputer avec sa cousine, Oui. mais comme il a l'adolescence, c'est imprégné de naissance du désir, avec en plus le malaise que ça peut provoquer aussi pour le lecteur, que c'est sa cousine et que on est par conséquent dans quand même une situation, même si on est sous la forme de jeu, mais qui quand même avec le poids de l'inceste au-dessus. Mais la mère, effectivement, l'appelle, veut qu'il vienne, mais ne se déplace pas. Elle fait pas l'effort de monter. Elle fait pas l'effort de monter, et en même temps, lui entend la voix. C'est-à-dire qu'elle l'entend un peu. Et il y a comme ça, dans la manière dont tu décris, quelque chose du ton de la mère, de la sécheresse du ton et de l'impératif qui augmente. Donc lui, il sent aussi, comme ça, que sa mère est présente. Bien sûr. Ouais. Ça n'a pas lieu sans intervention. Ouais. Oui, mais ça aurait été peut-être plus efficace et plus violent que la mère monte, ouvre la porte et voit ce qui se passe. Là, elle se contente d'être dans une menace encore verbale, absolument, qui est finalement, effectivement, peut-être plus menaçante, puisque la menace d'une menace presque est beaucoup plus menaçante que si jamais on dit, enfin, on fait les choses, quoi. Là, c'est une sorte de projection de ce qui pourrait arriver à chaque fois, et d'ailleurs, enfin, j'ai mis la phrase de Zola en exergue, du personnage dans La Bête humaine qui dit à un autre non, sois tranquille, rien ne te menace. Cette phrase-là est extrêmement menaçante. Non, ne t'inquiète pas, il va rien t'arriver. Enfin, c'est extrêmement angoissant. Mais oui. Alors, en tout cas, cette menace-là. Alors, en plus, dans la scène que tu décris, Quentin, lui, entend cette menace d'autant plus, de manière encore plus forte qu'il culpabilise aussi déjà de ce qu'il a fait. Même s'il y a rien de grave a priori, mais on sent dans la manière peut-être dont je le raconte qu'il y a quand même cette culpabilité, qui naît de ce comportement-là avec sa cousine. Il y a comme ça, oui, la sensation, je trouve assez chouette, en fait, plusieurs moments, on rencontre comment Quentin, donc l'adolescent, se voit, est vu, est perçu, et commence à avoir un troisième regard qui est tiens, si on me voit comme ça, voilà ce qu'on peut penser de moi. Et donc cet espace un peu réflexif qui arrive à l'adolescence, je trouve qui rend les choses plus complexes finalement, puisqu'on sort de l'espèce d'insouciance de l'enfance où je vis, je pense, je dis exactement la même chose, pour arriver à l'endroit où le regard de l'autre, la compréhension de l'autre, les mots de l'autre deviennent finalement très important. Et je trouve que dans ton livre, il y a quelque chose comme ça où on peut vraiment suivre comment il est pris à la fois par ses sensations, mais par aussi la conscience de comment l'autre peut le percevoir. Donc il est... Oui, puis il y a cette scène justement qui suit en plus la scène dont on parlait avec la cousine. C'est ça. Il y a cette scène dans la salle de bain où
scène quasiment d'autoportrait, Oui. où il se voit dans la glace. Enfin, quand je dis autoportrait, c'est autoportrait de Quentin, hein, c'est pas portrait de l'auteur. Le portrait du narrateur qui se voit dans la glace et se décrit, se considère comme un monstre, mais on ne sait pas, dans la scène, je l'ai construit de telle manière, on ne sait pas si c'est parce qu'il se considère, enfin, il se considère comme un monstre, parce que il se trouve laid dans sa métamorphose physique, et on l'a embêté, ou bien on l'a embêté parce qu'il a cette métamorphose physique. Et enfin, il y a une sorte je le raconte mal, là, mais il y a une sorte de cercle vicieux Absolument. on ne sait pas quelle est l'origine, en fait. On ne sait pas si, presque, s'il n'est pas devenu affreux à ses yeux parce qu'il a reçu des remarques. C'est-à-dire qu'il se trouve peut-être plus laid que ce qu'il ne l'est parce qu'il a reçu des remarques à l'école. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté à gérer le regard des autres, qui est très très fort à l'adolescence. Et en plus, moi j'ai vécu à une époque où on n'était pas avec les téléphones portables, donc ça doit être encore plus difficile aujourd'hui avec l'injonction du numérique, quoi, qui envahit les vies des adolescents, quoi. Mais oui, ça m'intéressait. Et en même temps, en disant ça, je me dis, mais finalement, la métamorphose de l'adolescence, est-ce qu'elle est si éloignée que ça de la métamorphose de la vieillesse? Moi, quand je me regarde aujourd'hui dans la glace, j'ai les cheveux blancs, ça se fripe, etc. Et c'est finalement une métamorphose très très proche, je trouve, de celle de l'adolescence. En fait, le corps ne cesse d'évoluer et l'être humain doit faire avec, doit gérer ça, doit gérer ses émotions face à cette transformation que je trouve difficile à tout âge, en fait. Et il y aurait peut-être à se questionner sur la rencontre entre un père, une mère et le fils ou la fille. C'est finalement des métamorphoses qui se confrontent aussi. Absolument. Et c'est très difficile pour chacun. On se voit vieillir, on se voit... Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on est dans le champ de la thérapeutique et qu'on accompagne un adolescent, on va être comme ça, attentif à ce que ça vient raconter, à la fois du roman familial, là, au sens de quelle est la rencontre des parents et comment cet enfant vient au monde, est-ce qu'il est désiré et quelle est cette fonction finalement que porte l'enfant. Et puis au moment de l'adolescence, au moment où il échappe aussi, et c'est-à-dire qu'il devient autre à la fois en termes de puberté, puis en termes de pensée. C'est un moment de position aussi, où l'adolescent commence à avoir des idées qui lui sont propres, tant politiques que religieuses, où l'extérieur a peut-être un peu plus de poids que la cellule familiale. Et effectivement, c'est de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se joue pour chacun des membres, en fait, au moment où la crise, ce qu'on appelle la crise adolescente, a lieu. Ce que j'ai trouvé passionnant dans ton livre, c'est comment ce moment de crise, puisqu'on voit bien que quelque chose s'est mal passé à l'école, dans une atmosphère familiale, on retrouve comme ça, du côté si j'ai bien compris, des beaux-parents de la mère. Donc les grands-parents paternels. Les grands-parents paternels, un accueil. Et là, il y a un personnage vieillissant qui semble un peu diminué et on regarde à travers les yeux de Quentin ce grand-père qui a la mémoire qui flanche, qui a un autre pas. Et on regarde aussi Quentin voir sa relation se transformer avec sa cousine. Donc on est comme ça, comme tu décris, dans des mouvements relationnel très finement décrit avec quelque chose où on s'attache évidemment à chacun. Puis on a des moments de résonance comme ça où la question du corps, la question du désir naissant, la question aussi de la politesse. Je trouve que c'est assez joli comme c'est fait. Cette manière qu'on a de répondre, la bonne réponse et pas forcément ce qu'on éprouve. Donc, et on a des jeux sociaux assez fins entre ce que lui peut voir pour lui-même et puis ce qu'il peut percevoir de chacun, notamment de sa cousine, notamment de sa grand-mère, à savoir de la belle-mère de sa mère. Et on a comme ça plusieurs niveaux de lecture et d'intégration de ce qu'est le monde de Quentin sur ce week-end-là. Et effectivement, petit à petit, on se rend compte que le père n'est pas là. Et depuis un certain temps, finalement. Donc c'est de l'intergénérationnel, c'est inscrit dans le temps, et pour autant, il s'agit d'un simple week-end. Donc c'est vraiment passionnant. Il y a un passage... alors je l'ai noté, je ne sais pas si je peux le retrouver, mais une phrase où Quentin se rend compte que la personne avec laquelle il s'est battu
a un lien avec sa cousine par le biais d'une famille aussi. Et il a une phrase, il a une compréhension comme ça, et il dit eh ben, pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Et ça, si tu veux, ça m'a arraché un sourire à la lecture, parce que je me suis dit, mais tiens, voilà aussi quelque chose de caractéristique de l'adolescence, où réellement, tout peut changer à la seconde près. On est mort d'un coup, on est ressuscité d'un autre, on est un cador une seconde, et puis la dernière des chiffres écrasés à terre après, et de suivre comme ça dans son esprit à lui, comment il intègre au fond des nouvelles informations et ce que ça change pour lui, ce que ça vient toucher chez lui, c'est passionnant. Et je trouve que de bout en bout, on est dans des détails extrêmement justes finalement. Donc tu disais, c'est pas toi, mais c'est quand même un ado que tu connais. Non, mais C'est c'est quand vrai même un que ado que tu connais. non, mais ce qui est agréable dans l'idée d'écrire à la première personne, c'est que on investit le personnage complètement et Ouais. on peut. Moi, ce qui m'intéresse en littérature, c'est justement essayer de retranscrire ces sensations, c'est la perception du monde. En tout cas, une perception du monde. Et c'est vrai que proche de la mienne, c'est-à-dire Mm. peut-être un peu, je sais pas comment le dire, peut-être un peu hypersensible ou Mm. attentif justement aux détails. Mm. Et, 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 et ça, ça peut se faire à travers n'importe quel type de personnage. Et c'est vrai Mm. que là, c'est la première fois que je le fais avec un adolescent. Mais dans la scène que tu évoques, il a raison de dire ça change tout parce que ça va tout changer puisque il va comprendre beaucoup de choses et comme tout est bon très tissé, je peux pas là tout développer, mais ça va effectivement l'amener à une compréhension extrêmement importante et en gros à la révélation d'un secret familial, Mm. mais et qui va ouvrir en plus sur une autre porte. Euh, qui elle ne claque pas, mais qui va rester ouverte. Euh, mais en même temps, ce qui m'intéresse dans la scène que tu évoques, c'est que il sent que ça change tout, Mhm. mais il n'est pas capable d'aller au bout de la pensée. Il va falloir encore d'autres Absolument. étapes Mm. pour arriver à ça. Mais finalement, ça, c'est des choses qui, est-ce que c'est propre à l'adolescence? Je suis pas certain, encore une fois, hein. Peut-être que dans nos vies adultes aussi, parfois on entend une remarque et elle met du temps à être Mm. digérée. On sent qu'il y a quelque chose qui se noue, mais ça va prendre un peu de temps avant que on puisse en faire quelque chose vraiment. Mm. C'est-à-dire que la traiter comme une information à part entière qui a des conséquences. Mm. Et ça, c'est vrai que finalement, investir le personnage d'un adolescent, c'était pas si éloigné que ça que d'investir un Oui, personnage adulte, je trouve. oui, oui. Euh, euh, voilà, avec en plus, effectivement, ce qui est agréable, c'est de pouvoir me replonger moi aussi Mm. dans mon peut-être un peu dans mon adolescence. Parce que la scène, par exemple, enfin, le personnage du grand-père qui perd la mémoire, ça, c'est une Mm. chose que j'ai vécue, moi, adolescent. Mhm. Je me souviens que mon grand-père me, il me reconnaissait qu'une fois sur deux. Oui. Et dans les derniers temps, il me souriait de manière un peu polie. Et il Mm. disait à ma grand-mère, il est sympathique, lui. Oh. Et il finissait par dire, ah, mais je le reconnais, c'est un animateur télé. Donc, vous voyez, je devais avoir, je sais pas, 15 16 ans. Et c'est extrêmement Ah, vertigineux absolument. d'être pris dans cette ouais, une sorte de changement d'identité Mm. par le regard de l'autre. Enfin, c'est Mm. De fausse de reconnaissance fausses aussi. reconnaissances. Oui, C'est étonnant, hein, oui. alors bon, je ne l'ai pas traité comme ça dans le livre, mais en tout cas, voilà, il y a des choses Mm. qui m'intéressent ouais, dans cette perception-là très particulière de l'adolescent. Ouais. Mm. Et du coup, ça m'a donné envie, moi, de savoir, parce que là, tu dis à quel point finalement ce sont ce qui permet la bascule à l'âge adulte, c'est de trouver les mots et de poser les mots sur ce qui nous anime, sur ce qui nous traverse. Je trouve que c'est une très jolie définition de ce que c'est que l'adolescence et de ce qu'on peut en attendre vers l'âge adulte. Et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que... Toi, la rencontre des mots, elle se fait à travers la littérature, mais c'est une activité aujourd'hui. Mais au moment de l'adolescence, qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que tu vas trouver comme ressource pour justement traverser tout ça? Mais c'est quand même le moment où je commence à lire pour moi, quand même. D'accord. De manière un peu anarchique, un peu... Enfin, pas forcément anarchique, mais parcellaire ou fragmentaire. Mhm. Beaucoup de poésie, notamment. Mhm. Et je commence aussi à écrire, en fait. C'est que dès 13 14 ans, j'ai commencé à écrire des textes. Et je D'accord. pense que... Alors, beaucoup dans l'imitation de ce que j'aimais. Et je crois
en tout cas chez moi, ça a été très fort cette idée d'imitation. Mmh. Pas que dans l'écriture d'ailleurs, d'une manière générale, mais je pense que c'est propre, enfin, je sais rien, mais je pense que c'est assez propre à beaucoup d'adolescents d'essayer d'imiter soit quelqu'un qui nous fascine, soit telle personnalité connue. Enfin, il y avait quand même quelque chose De l'appropriation. de l'appropriation, mais sans doute pour chercher qui on est et ce qu'on aime. Parce que finalement, en grandissant, devenant adulte, ça change pas beaucoup. Finalement, quand je lis un livre aujourd'hui, Mmh. aimer un livre, c'est essayer de comprendre ce que moi j'ai envie de faire aussi. Mmh. Et ne pas aimer un livre, c'est de dire bah, ça, j'ai pas envie de faire ça en tant qu'écrivain. Mmh. Donc finalement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grande différence non plus. Mais Entre, ce que je trouve assez joli, ce que tu décris, et puis aussi qui est comme ça partagé en psychiatrie, en psychanalyse, c'est qu'au fond, il y a une continuité. Il y a une continuité entre le normal et le pathologique, mais il y a aussi une continuité entre le bébé qu'on a été, l'adolescent qu'on est et la personne âgée. Et qu'au fond, ce sont ces temps-là qui sont des temps de transition qui vont venir nous signaler, nous montrer un peu quels sont les traits qui nous caractérisent, et quels sont nos axes en réalité de relation au monde, de relation à nous-mêmes et puis à notre famille. Donc oui, effectivement, je reconnais ça. Et moi, ce qui me vient quand tu parles comme ça d'imitation, je dirais qu'au fond, le bébé aussi commence comme ça, hein. Il imite le sourire, il imite la marche. C'est réellement un processus d'apprentissage que de venir finalement s'approprier les traits qui résonnent en nous comme étant les nôtres, au fond. C'est-à-dire que ce qu'on va reconnaître est également ce qui nous appartient. Donc, c'est une forme d'apprentissage qui devient peut-être un peu Oui. plus consciente à l'adolescence. Et on voit bien hein, qu'il y a des phénomènes comme ça de mode où ils sont souvent, plus souvent comme ça, identifiés par une manière de parler, une manière de marcher, de s'habiller qui ressemble à son copain. On a des bandes d'ados comme ça Et puis qui là, se ressemblent, ouais. quoi. Et Ouais. puis je ferais peut-être le lien aussi là avec Quentin quand même qui lui doit se construire en l'absence du père. Mmh. Et il y a quand même quelque chose. Alors, enfin aujourd'hui, on pourrait se demander hein, sur la nécessité du père. Enfin, il y a beaucoup de familles qui se construisent autrement. Mmh. Mais là, lui, en tout cas, c'est un père qui a été là et qui n'est plus là. Donc, il n'y a Mmh. plus aussi cette. Je sais pas si peut-être que le deep, vous voyez, peut pas aller au bout. Enfin, je sais pas. Mais il y a quand même sans doute quelque chose, ouais, de cette. Est-ce que je peux te dire quelque chose que j'ai adoré? Ouais, bien sûr. Je me souviens avoir été vraiment touchée par. Alors, je sais pas si je vais. Ouais. C'est-à-dire qu'on a comme ça le personnage de la cousine de Quentin, qui est Chloé, et qui raconte, quand on lui pose la question, un peu comme une question qu'on pose régulièrement comme ça aux enfants. Comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et la voici en train de dire que potentiellement elle pourrait être écrivaine. Alors là, je me suis posé la question. Et c'est très joli parce que c'est un passage où elle décrit assez fièrement finalement qu'elle a déjà écrit un roman de quelques pages, 6 pages. Et Elle a 11 ans. Hein. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Elle est encore plus jeune. Hein. Ouais. Et elle dit qu'elle a créé un personnage qui s'appelle, et que j'adorais, vous allez comprendre pourquoi, Apocalypsie. Madame Apocalypsie. Et j'ai trouvé ça savoureux, encore une fois, parce que ça m'a rappelé combien faire, c'est aussi dans la joie, quoi. C'est-à-dire que Ouais. c'est encore une petite fille, elle a 11 ans, elle est là et elle dit ben, je l'ai fait. Et puis il y a un petit chien, et puis il y a un personnage, et puis il se passe ça. Et on perçoit d'un coup, au fond, toute la simplicité qu'il y a à cet âge-là, d'avoir créé et de vouloir l'être. Et, et combien en face, on a Quentin qui se pose beaucoup de questions et qui se pose la question de comment ça va être perçu, entendu, vu, de ce que ça lui fait, de ce que ça fait à l'autre. Et je trouve ce passage très simple, d'espèce de regard comme ça, où du coup, ben, le regard parental est aussi très joyeux, très porteur, très positif, parce que finalement, comme en miroir, c'est facile de dire que c'est formidable un enfant. Et pour l'adolescent, bah oui, alors là, ça, il y a plus d'agacement, plus de lourdeur, plus de mais toi ici fais ça, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez. Alors évidemment, le nom du personnage de Chloé
j'ai adoré. Mais il y a ça aussi, il y a cette espèce de fraîcheur, de simplicité, Ouais, d'évidence à ça l'enfance. c'est très très beau. Moi, c'est quelque chose qui me fascine dans ces âges-là. Enfin, il y a effectivement à l'âge qu'a Chloé une simplicité en fait, il y a Mmh. une joie. Mmh. Alors, il faut quand même ajouter que cette joie, elle est sans doute aussi née. Enfin, je dis sans doute, mais je le sais parce que j'ai créé le personnage. Mmh. Mais elle est quand même née du fait que elle est dans une famille. Alors, encore une fois, que moi je connais parce que je l'ai traité, je l'ai écrit, j'ai décrit Mmh. son père et tout ça, même si ça reste pas dans le livre. Mais elle est, pour le dire vite, elle est très aimée, Chloé. Ça se Mmh. passe bien à la maison. Mmh. On l'écoute, elle peut s'exprimer, on la met en valeur. Mmh. Et Chloé est quelqu'un qui va bien. En tout cas, qui va bien au début du livre. Mmh. Au fil du livre, peu à peu, au contact de Au cette contact, oui. famille-là, elle s'éteint un peu et ça devient plus compliqué pour elle. Mmh. Ce qui est d'ailleurs sans doute pour elle aussi le passage de l'enfance à l'adolescence. En Mmh. vérité, ça correspond sans doute à cette phase-là. Mais oui, Quentin, lui, il a une vie plus difficile. Mmh. Et ça, je pense il faut à tout prix, et quand on est éducateur ou prof, il faut l'avoir à l'esprit. Et généralement, enfin, on le sait, on y pense. Tout va dépendre, c'est ce qu'on disait au début, tout va dépendre du contexte dans lequel il Mmh. est, de ce qu'il a vécu. Et les enfants sont pas tous. Alors, ils sont à la fois tous les mêmes, parce que quand ils naissent, tout le monde a été Mmh. ouvert au monde dans la joie Mmh. et souriait à tout le monde. Mais passé quelques heures, Mmh. on n'a pas la même vie, quoi. Entre Mmh. si on est cajolé, nourri, écouté, choyé, c'est pas la même chose que si on connaît pas exactement ceux qui nous ont créés, ou que on entend des cris, ou que il y a Mmh. des disputes, ou que on est maltraité. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes vies, Mmh. et Quentin n'a pas eu la même vie que Chloé. Alors du coup, pour aller vers les ressources un peu comme ça, on voit, hein, la notion de l'amitié ici, le regard des copains, la place, au niveau des gens de son âge, et comment on fait sa place là-dedans. Alors lui, il y a un moment compliqué, il y a un moment où on l'a désigné comme mauvais. Il faut qu'il fasse avec ça le temps du week-end notamment. Euh, je crois vraiment que la question de l'amitié à l'adolescence, c'est une ressource importante. Quand Mm. on se trouve ses copains ou sa bande, ça crée un sentiment, je pense, d'appartenance qui peut être plus compliqué à l'adolescence, au Mm. moment où tout change. Au fond, je trouve qu'il y a cette proposition qui est faite, mais peut-être un peu plus en négatif. C'est-à-dire, au fond, qui l'accompagne, Mm. ce Quentin. Oui, il est un peu isolé là, Il c'est est un vrai, peu hein. isolé. Et tout à l'heure, tu me posais la question de comment je gérais ça aussi. Alors, je parlais de la lecture, je parlais de l'écriture. Il y avait aussi beaucoup de dessins. Donc, je Ah, dessinais énormément quand j'étais ado. ouais. Et, euh, et c'est vrai que Quentin, lui, dans le livre, il n'a pas grand-chose à quoi se rattacher, si ce Mmh. n'est la présence de cette cousine, Mmh. mais qui est pas du même âge. Donc l'écart d'âge fait que il peut pas échanger comme il pourrait. Puis elle fait en plus partie de la famille, donc c'est pas complètement Mmh. une ressource extérieure. Et c'est vrai que la difficulté, c'est il y a pas de copains, il y Mmh. a pas de. Et alors je parlais du dessin ou de l'écriture, de la lecture, parce que c'est vrai que je suis heureux aujourd'hui avec le recul d'avoir eu Mmh. ces choses-là de créatives en fait pour recentrer et Mmh. pour enfin je dis recentrer mais aussi transformer les difficultés qu'on vit ou tout ce qu'on ne comprend pas, Mmh. pouvoir le métamorphoser, le sublimer, Mmh. En et faire quelque chose, ouais. ouais, en faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit parfois des adolescents qui sont uniquement sur l'écran. Mmh. Euh, et alors, il y en a qui sont sur l'écran et qui arrivent à créer par ailleurs, mais ceux qui ne créent pas du tout, ceux qui ne cherchent pas, ça me fait peur. Je Mmh. trouve que c'est, euh, je vois combien ça a été bénéfique pour moi de pouvoir transformer, et combien Mmh. ça l'est encore aujourd'hui, même Mmh. pour l'état psychique, enfin, pour Mmh. le calme psychique, Mmh. de pouvoir transformer, quoi, de pouvoir Mmh. créer. Et c'est vrai que l'amitié peut jouer ce rôle-là aussi. Mmh. Mais l'amitié, elle est aussi compliquée à l'adolescence. Elle est versatile, Oui. enfin, ça peut être. Ouais. Puis il
il y a des jeux, des conflits, il y a des jeux de pouvoir. Enfin, il y a des. Mm. Mais bon, ça, on le voit pas avec Quentin, puisque là, il est pris que dans un week-end avec sa famille. Mais c'est. Mais On quand se tu rend en bien compte que c'est parles, compliqué. j'ai le sentiment que tu as construit finalement tout son univers, Ouais. que tu l'as en tête, Mm. qu'il est vivant pour toi, et que nous, on rencontre une part de ce que tu as construit Mais ça, pour lui. ouais, mais tu as raison, ça vient du fait qu'en fait, j'ai écrit 10 ans de sa vie. C'est qu'il y avait vraiment, j'ai vraiment C'est écrit. vrai. Ouais. Ah Ça, je fais oui, ça parfois, c'est un peu fou. oui. Mais en fait, j'écris. En fait, je crois que le début, il devait avoir 6, 7, ouais, peut-être 7 ans. Au Mm. début, quand j'ai commencé à écrire, et j'ai raconté plein de choses sur sa vie, ou enfin, plein de scènes, en fait. Et je voulais vraiment, en fait, prendre 10 ans de la vie de ce personnage-là, Mm. pour finalement ne garder que 2 jours le temps d'un D'accord. week-end, parce que je trouvais que c'était là que tout se jouait, que c'était plus intéressant de prendre ça et Ouais. de le travailler. Mais oui, mais c'est aussi pour comprendre les personnages, pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Mm. Par exemple, je connais le prénom du père de Chloé, alors qu'il apparaît pas Il du tout apparaît pas, dans non. le livre. Ouais. Non, mais Ouais. ça, c'est pour aussi comprendre l'univers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle un peu comme s'il existait, ce qui est complètement idiot, puisque ça reste quand même un personnage de fiction. Mais je sais pas si fictif et parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le sentiment d'être avec lui. C'est-à-dire, on voit comme il perçoit le monde, Mm. et ça, je trouve ça fabuleux. On voit comme il perçoit le monde, Mm. et je me dis, quand je t'entends, je comprends mieux. Mm. C'est-à-dire que finalement, tu ne le regardes pas de l'extérieur, tu le vis depuis un Mm. certain temps, Mm. et ça. Mm. Évidemment, on le reçoit. Donc, merci. Merci pour ça. Juste peut-être, si je disais, tiens, moi, ce qui m'a manqué à l'adolescence, c'est ça. De la tendresse, Hmm. je crois. Ce qui est pas Mm. très joyeux. Mais ouais, de la tendresse. Parce que je vois... Enfin, je parle de la tendresse du point de vue très physique, même. D'accord. Combien ça calme, en fait. Hmm. Calmer le corps, Mm. c'est calmer l'esprit aussi. Et moi, aujourd'hui, je suis un adulte extrêmement anxieux. Hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. C'est-à-dire que ouais, c'est marrant, je vois des enfants, je vois des amis avec leurs enfants très tactiles, très... Mhm. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'apaisement, en fait, de ça. Oui. Mais ouais, enfin, puis sans doute il y a d'autres choses que la tendresse, mais oui, il y a quand même ça aussi, ouais, Ce contact, ce ouais, toucher, ouais. et aussi en vérité une douceur de la parole. Mhm. C'est que j'ai été pris pour des histoires différentes, soit dans des silences, soit dans une parole, ouais, brusque, virulente, parce que mes parents étaient eux aussi pris dans des histoires. Bien Que, sûr. il y avait à la fois d'un côté la guerre d'Algérie et tout ce que ça implique en termes de silence, de violence, et de l'autre côté une histoire familiale très très compliquée qui avec pareil fondée sur de la violence et du silence. Donc tout ça, ça fait pas un très très bon mélange. Et avec le recul, je sais aussi que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, oui. et qu'on fait tout ce qu'on peut, quoi. Ouais. Mais c'est ouais, je pense qu'on n'est pas le même être s'il y a plus de douceur et plus de tendresse physique et verbale. Quand même, parce que on n'est quand même pas grand chose d'autre qu'un corps et des mots. Enfin, je trouve que c'est un assemblage, ouais. C'est quand même, on essaie de faire avec ça, quoi, avec notre corps qui vieillit, qui s'abîme et qui va disparaître, et les mots. Donc, pour le coup, ça, enfin, je trouve que c'est quand même intéressant que justement le corps, lui, s'use et voilà. Et en même temps, au niveau du langage, on peut essayer de perfectionner les choses. Et c'est en ça peut-être que j'aime écrire, c'est que essayer de trouver, enfin de savoir qu'on est perfectible au niveau du langage, au niveau même pas que du langage, d'ailleurs de la pensée aussi. C'est que je vois bien que comme il y a 10 ans, je pensais des choses qui ont évolué aujourd'hui, et on voit que la société aussi évolue.
vers un mieux, quoi. Enfin, vers un mieux, pas dans tous les domaines, mais en tout cas, il y a des évolutions, quoi. Et des évolutions, qui est lié au langage aussi, qui est lié à la façon de dire et de nommer les choses, je trouve. C'est intéressant, moi, quand j'entends, il y a toute cette conscience de comment on verbalise là où on en est, etc. Tout ce qui est de l'apport de Rosenberg, hein, de la communication non violente, dont finalement tu parles un peu en filigrane, de comment on apprend à se dire, à écouter l'autre, à entrer en dialogue déjà avec soi-même et puis avec l'autre. C'est un apprentissage, ouais. Mais j'ajoute sur ça que c'est pas dogmatique ce que je dis, hein, c'est vraiment très dans le ressenti, parce Bien que sûr. c'est pas. Je dis ça parce que moi j'ai été confronté à des personnes, confronté. Le mot confronté. T'as rencontré. J'ai rencontré des personnes justement qui étaient beaucoup dans la communication non violente. Ah oui, oui. Et il y avait parfois une façon de le dire et de le verbaliser qui, moi, m'agressait énormément, en fait. Et qui est juste. Donc, c'est pas. Enfin, je sais pas si je me reconnais dans toutes ces théories-là sur parce que parfois, qu'il y ait des écarts de langage, qu'il y ait une brusquerie dans la façon de dire, c'est parfois nécessaire aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut aseptiser le langage. Parfois, il est brusque et il doit être brusque parce qu'on est en colère. Je suis pas. C'est plus essayer d'être au plus juste, en fait, au plus près de ce qu'on veut dire, et aussi d'essayer de verbaliser, parce que le pire, c'est de pas dire ou de dire autrement. Mais pour moi, si on dit une colère et même si on la dit pas très bien, du moment qu'on l'a dit, c'est déjà bien, en fait. Après, il faut entendre aussi celle de l'autre, il faut arriver à voir ce que ça peut faire comme effet. Mais en tout cas, je veux dire, il n'y a rien de dogmatique dans ça. Ça me plaît bien ce que tu dis. Ça me plaît bien, parce qu'on sait aussi, ou pas, hein, mais combien on peut utiliser la parole pour encadrer, contrecarrer, étouffer. Ouais, et puis et dans ces maniements finalement de technique, il y a une violence qui peut tout à fait passer, absolument. Et puis je trouve que la littérature aussi doit se confronter à ça, se confronter à la violence, se confronter au malaise, se confronter à... Et je crois que c'est important de continuer et pas faire quelque chose d'aseptisé où on aurait peur de la réception. Je pense que c'est important d'aller creuser dans la noirceur de l'âme humaine, que la littérature, elle est aussi faite pour ça. Et qu'il y aura un risque à vouloir trop se censurer ou avoir peur de... Mais pareil dans le langage. Du moment qu'on dit qu'on essaie d'être juste, en fait, mais juste avec soi-même, d'être au plus près, en fait. Parce qu'on sent les moments où on s'éloigne de soi, où en fait c'est papa ou maman qui parle à travers nous, ça, voilà, essayer de se centrer, mais ça veut pas dire d'être impeccable, pour reprendre les accords Toltec, quoi. C'est pas être impeccable forcément dans la parole. C'est pas possible. Je vois. Enfin, est-ce que tu aurais, toi, une chanson adolescente, un vers, parce que tu as parlé de poésie tout à l'heure, quelque chose qui a finalement été porteur dans ton adolescence, un groupe de musique que tu as suivi, une chanson que tu as mis en boucle, ou qui a fait un été particulier. Est-ce qu'il y aurait comme ça un souvenir vraiment... il y en a plein, génial. Non, mais quand je dis il y en a plein, il y en a trop. C'est-à-dire que pour trier là-dedans, c'est extrêmement difficile. Ouais. Tu aurais dû me poser la question avant, comme ça j'aurais pu travailler. Non, tout de suite, quand tu m'as dit l'adolescence, j'ai cru que tu me parlais d'un texte lié à l'adolescence, et là il y a plusieurs poèmes qui me sont venus en tête, mais ça dépend aussi de quels âges. Mais évidemment, j'ai pensé à On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, de Rimbaud. Mais non, mais il y en a oui, il y en a beaucoup. Mais d'ailleurs, parfois c'est intéressant de voir à quel point moi je vais pas forcément citer quelque chose de précis, mais je me souviens qu'il y a une période de l'adolescence où, si j'étais amoureux, toute chanson pouvait me faire penser à l'être aimé. Et ça pouvait aller une chanson de Brassens qui parle de radicalement autre chose. Il y avait quelque chose qui s'investissait là-dedans. Et ça, je trouve ça assez beau de pouvoir... mais ça, c'est peut-être dû à l'état amoureux plus qu'à l'adolescence. Mais qu'il y a quelque chose, voilà, où tout était coloré, en fait, par ce qu'on vivait, en fait. Mais non, oui, il y a beaucoup de choses, mais je saurais pas trier là. J'aurais peur d'être infidèle.
à mes, mes souvenirs. Tu sais que j'étais en train de penser à ça. Tu sais, à ces phénomènes vraiment où on se met à mettre. Il y a une chanson qu'on adore, un sac à dos qu'on veut absolument, qui devient comme l'équivalent d'un doudou, mais version adolescente, où ce phénomène d'identification comme ça apparaît dans tout ce qui peut avoir de structurant, de porteur aussi, et puis pour un temps. C'est-à-dire que ça ne reste pas ça, mais en tous les cas, c'est comme un outil, comme une branche à un moment donné, comme une possibilité finalement de se reconnaître dans un objet culturel, un objet partagé, partageable, mais qu'on s'approprie effectivement à ce moment-là. Ouais, mais ça me le... Enfin, il y a des chansons encore aujourd'hui, quand je les écoute, elles me rappellent un moment très précis. C'est assez étonnant. Ouais, une pièce ou un lieu, enfin, c'est... mais bon, et je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être un mot ou deux mots ou l'association de deux mots dans la chanson qui vont faire que tout à coup ça évoque ça. Mais c'est ça qui est beau, je trouve, justement, dans l'écriture et dans la littérature, c'est d'essayer. Moi, quand on me dit dans de mes livres, ah, ça m'a rappelé, c'est là où je trouve que c'est réussi, c'est de se dire, ah oui, tiens, ça peut faire écho à quelque chose de très personnel chez l'autre, et c'est d'atteindre à une sorte d'universalité, quoi, du sentiment, quoi, ou même des lieux parfois. Je sais que pour mon livre précédent, on me disait à chaque fois, ah oui, ça se passe à tel endroit, alors pas du tout. Et on me donnait des endroits très différents. Et je trouvais ça chouette que chacun y ait vu ce qu'il avait vécu. J'ai envie de conclure là-dessus, moi. Est-ce qu'on peut partager et s'approprier des choses et au fond, comment en étant tous au même endroit, en lisant le même objet, on s'y retrouve, mais de manière singulière. Ça, c'est vraiment un élément de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on peut vivre de manière singulière et parfois, pour les premières fois dans sa famille, dans quelque chose qui va nous différencier. Un temps de singularité, de différenciation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.